Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux actualités spatiales de la semaine. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, entre un lanceur au méthane, un drone sur Titan, un atterrisseur lunaire, James Webb, des exoplanètes et j'en passe, on ne peut pas dire que les actualités fascinantes manquent. Alors, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit point sur tout ça, après vous avoir invité à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Et pour commencer, je vous propose de parler rapidement de la mission Dragonfly, un drone devant décoller vers Titan en 2027 et qui arriverait sur la petite lune où le méthane remplace l'eau en 2034. On apprenait en effet que la mission venait de passer une étape importante qui allait signer son design presque définitif, avec des objectifs scientifiques, architecture d'instruments, déroulement de la mission et encore bien d'autres, qui commencent maintenant à prendre plus que forme. Si certains éléments seront en effet encore amenés à évoluer, Dragonfly est presque arrivé au bout de son développement et entrera alors ensuite en phase de fabrication et d'assemblage pour un lancement qui, rappelons-le, est prévu d'ici seulement 4 ans. Pour continuer à parler d'exploration du système solaire, on allait aussi avoir droit à une publication d'une première image de la Lune prise depuis son orbite par l'atterrisseur Hakuto Air de l'entreprise japonaise privée iSpace, atterrisseur placé en orbite la semaine dernière et qui devrait se poser d'ici quelques semaines. Mais ces derniers jours, on allait aussi avoir droit à 2 publications concernant James Webb et des exoplanètes. Pour commencer avec la plus récente et pas la moins intéressante, on avait droit à la première publication concernant le système TRAPPIST-1, système planétaire à 7 planètes dont 3 situées dans la zone habitable de leur étoile, et plus précisément TRAPPIST-1b. On apprenait ainsi grâce au télescope que TRAPPIST-1b, la planète la plus rapprochée de son étoile du système, ne disposait pas d'atmosphère. Le télescope a en effet permis de mesurer la température de la planète, estimée à 227 degrés Celsius sur la phase jour. Pour rappel, elle serait verrouillée gravitationnellement et présenterait ainsi toujours la même face à son étoile. Cette observation a été rendue possible en observant la différence d'infrarouge, correspondant aux émissions thermiques d'un objet, entre lorsque la planète est visible et lorsqu'elle passe derrière son étoile. Ainsi, comme on ne peut pas discerner la planète de l'étoile, si elle est par exemple à côté de l'étoile, il y a un tout petit peu plus de lumière qui arrive dans l'œil du télescope. La différence est de l'ordre de 0,1%, mais elle permet de connaître la température de surface sur la phase jour de la planète, température qui n'est pas vraiment ce que l'on s'attendait à trouver si une atmosphère distribuait la chaleur. Ainsi, des 2 modèles possibles, on sait maintenant que c'est celui où la planète n'a pas d'atmosphère qui est le plus vraisemblable. D'ailleurs, en parlant d'atmosphère, on allait également avoir droit le 22 mars au partage d'observation de l'exoplanète VHS 1256b qui orbite autour de 2 étoiles à 4 fois la distance qui sépare Pluton du Soleil. Et la planète, d'une masse de 19 fois Jupiter pour 1 fois son rayon, est encore jeune. Seulement 150 millions d'années. Mais elle est aussi un véritable enfer. Les matériaux chauds remontent en permanence avant de redescendre en pluie de petits grains de sable de silice et la température y côtoie les 830 degrés Celsius. Cette température s'explique d'ailleurs par son jeune âge. Ces descentes et remontées de matériaux relativement cycliques provoquent d'importantes variations de sa luminosité et s'ajoutent à la détection d'une foule d'autres composantes dans son atmosphère, qui est d'ailleurs une grande première en termes de variété de composés découverts dans une seule exoplanète. La planète entre aussi dans la catégorie des naines brunes, qui sont, résumées rapidement, des étoiles avortées entre la planète et la naine rouge. Toujours dans le domaine des télescopes spatiaux, c'est le télescope spatial Hubble qui allait aussi nous fournir une nouvelle image de Jupiter et d'Uranus dans le cadre d'une campagne d'observation pour leurs changements saisonniers, même si ces changements, dans le cas d'Uranus, peuvent s'étendre sur des décennies puisqu'une année y dure plus de 80 ans. Mais cette semaine, on avait aussi droit à la publication d'un rapport d'experts de l'ESA mettant en avant un besoin de développer une station spatiale et un véhicule habité pour permettre à l'Europe de garder une souveraineté spatiale. Si un tel projet est encore loin de voir le jour, on ne peut que se réjouir de voir que le sujet est de plus en plus évoqué,
à travers différents concepts comme Suzy d'Ariane Group, ou plus simplement une capsule spatiale adaptée d'Ariane 6. On avait aussi droit à la publication d'images de l'assemblage du module de service de la future navette spatiale Dream Chaser, module baptisé Shooting Star, étoile filante en français, et ce, en vue du premier vol de la version cargo attendu d'ici plusieurs mois. D'ailleurs, cette semaine, Sierra Space, également à l'origine de la Dream Chaser, allait annoncer la réussite de l'essai d'un module gonflable, essai où il fut poussé jusqu'à la rupture après plus d'1 mois d'essai, laissant entrevoir une espérance de vie supérieure à 60 ans dans l'espace. Les habitats LIFE, pour Large Integrated Flexible Environment, que l'entreprise conçoit, pourraient ainsi à terme permettre de disposer d'espaces plus vastes dans une station spatiale, tout en réduisant les charges et surtout l'espace lors des lancements. Le tout en offrant un module à la fiabilité tout aussi compétitive que les modules classiques. Mais cette semaine, le 23 à 4h25 heure française, allait aussi être celle du lancement du lanceur Terran 1 de l'entreprise américaine Relativity Space. Si le vol allait être un succès pour le premier étage, le second, lui, allait malheureusement échouer à s'allumer, faisant rater l'orbitolanceur. Néanmoins, ce lancement permit de démontrer qu'il était tout à fait possible de lancer une fusée imprimée en 3D. Le vol reste donc un succès pour l'entreprise, qui put récolter une foule de données lors de la tentative d'allumage du moteur du second étage et durant tout le vol du premier, et donc, malgré tout qualifiable de succès, face aux nombreux échecs possibles pour un lancement inaugural, aussi délicat qu'un lanceur au méthane, en plus imprimé en grande partie en 3D. Mais cette semaine, on allait aussi avoir droit à une autre information concernant le GPS et la Lune. En 2024, la NASA devrait lancer une charge utile à bord de l'atterrisseur Blue Ghost de Firefly Aerospace, qui devrait atterrir dans la mer des Crises en 2024 lors de son vol inaugural. Pour rappel, on avait déjà parlé du second vol de l'atterrisseur dans l'épisode de la semaine dernière. Mais bref, la charge utile devrait ainsi permettre d'évaluer la faisabilité d'utiliser 2 satellites GPS en orbite terrestre, à environ 20 000 km, face aux 300 000 qui les séparent de la Lune, ainsi que les GPS européens ultra précis Galileo. Cette expérience, en partenariat avec l'agence spatiale italienne, pourrait à l'avenir ouvrir la porte à une meilleure navigation sur notre satellite. Même si, bien sûr, elle resterait limitée, elle pourrait permettre de faciliter la vie des astronautes lors des missions Artemis. Toujours dans le domaine de la Lune, on notera que le rover des Émirats Arabes Unis Rafid 2, qui devait décoller en 2025 ou 2026 sur la mission chinoise Tianghe 7, se voyait décalé et allait devoir rejoindre la Lune autrement. Il semblerait en effet que ce dernier utilise des composants américains régulés et que ces composants, même s'ils sont tout à fait légitimes sur le rover, ne puissent être expédiés en Chine. Sur une note plus joyeuse, on apprenait que l'entreprise Dawn Aerospace, basée en Nouvelle-Zélande, avait reçu les autorisations pour les premiers vols expérimentaux de son avion-fusée, qui pourrait atteindre les 100 km d'altitude lors de ces vols. La version suivante, elle, devrait être capable de placer 250 kg de charge utile en orbite basse. Enfin, on avait aussi droit à la publication d'images d'un essai de coque d'un habitat spatial créé par l'entreprise Gravitix, qui ambitionne de développer des modules d'habitat spatiaux, même si on n'en sait pas encore énormément plus. Pour terminer, j'aimerais rapidement revenir sur l'annonce du décès, le 19 mars 2023, de l'astronaute français Jean-Jacques Favier, qui avait volé en juin 1996 à bord de la navette Columbia pour la mission STS-78. C'est donc sur cette note, assez triste je vous l'accorde, que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.